Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je m'organise un peu. Hop. Ok, c'est ça. Mhm. Ok. Voilà. On va recommencer de là. Bon, ben, on va attendre que les uns et les autres se connectent. Allez, voilà. Oups. Ok, vous êtes 4 pour l'instant. Bonjour monsieur. Est-ce Bonjour. que je peux vous poser une question sur la diapo en cours? Bien sûr, bien sûr. On va recommencer de là, de toute façon. On a Allez-y. vu hier que grâce au système de vitesse d'onde, entre guillemets, on arrive à déduire la période de révolution d'une planète autour ou de l'étoile autour de son axe. Ouais. Euh, Maintenant, on a déduit qu'elle était proche de son étoile Oui. à cause de sa révolution courte. Mais elle ne peut pas être loin de son étoile tout en avançant extrêmement vite. Non, parce qu'il y a une loi qui s'appelle la troisième loi de Kepler, qui en fait lie la période à la distance orbitale. C'est-à-dire que le carré de la période sur le cube de la distance est une constante, Toujours. toujours. D'accord, merci beaucoup. Ouais, on retrouve ça hein, à partir de la loi de Newton, en fait. Si vous prenez un corps qui est soumis à la gravité, avec donc une force centrale, eh bien, vous trouvez assez facilement que en fait, le mouvement circulaire, enfin, ou en l'occurrence, il n'est pas tout à fait circulaire, hein, il est elliptique, mais on va dire même circulaire, eh bien, vous avez directement le carré de la période sur le cube de la distance qui est une constante. Ok. Là, je vous renvoie à vos cours de mécanique de première année. Ok, bah, je ne sais pas si les autres vont se connecter maintenant.
Bon, ou sinon, de toute façon, on va commencer et puis ils nous rejoindront. Heu, donc effectivement, on était sur, la détection de ces planètes extrasolaires et le fait que effectivement la méthode qui a permis la première détection, est cette méthode des vitesses radiales, qui en fait utilise le fait qu'un système, a 2 corps, donc une étoile et une planète qui sont en interaction gravitationnelle, et bien, en fait, sont tous les 2 en orbite autour du centre de masse du système. Alors bien sûr, si l'étoile en général, hein, l'étoile est beaucoup plus lourde, beaucoup plus massique que la planète. Du coup, le centre de masse du système, il est, alors si la planète est vraiment toute petite, bah, quasiment confondu avec, le centre de l'étoile. Mais si la planète devient plus grande, devient plus massique et qu'elle est relativement proche de l'étoile, eh bien, à ce moment-là, ça décale le centre de masse en dehors du de l'étoile, en gros, et donc l'étoile se met à avoir une orbite autour de ce centre de masse. Du coup, si vous regardez de l'extérieur, eh bien, ce que vous allez voir, c'est une étoile qui, effectivement, tourne autour du centre de masse du système. Et donc, si vous si vous faites la projection sur la ligne de visée de cette vitesse de l'étoile sur son orbite, eh bien, à ce moment-là, ce que vous allez voir, c'est l'étoile qui s'éloigne de vous, puis se rapproche de vous, puis s'éloigne de vous, puis se rapproche de vous. Et donc, quand vous avez un corps comme ça qui a une certaine vitesse, soit d'éloignement, soit de rapprochement, eh bien, ça va entraîner un décalage Doppler dans son spectre, décalage Doppler donc qui est directement proportionnel à la vitesse. Donc ce décalage Doppler, hein, on peut l'exprimer comme ce que je vous disais hier, hein, on peut l'exprimer comme ce rapport entre ce Z, c'est le rapport entre le décalage en longueur d'onde sur la longueur d'onde, qui va être égal en fait au décalage en vitesse sur la vitesse de la lumière. Donc expérimentalement, qu'est-ce qu'on va mesurer? Ben, en fait, on va observer le spectre de l'étoile, et puis on va suivre ce spectre au cours du temps, et on va pouvoir déterminer justement les décalages en longueur d'onde. Et puis ensuite, il suffit de traduire ce décalage en longueur d'onde en décalage en vitesse, et à partir des lois de la gravitation, donc si vous prenez un système à 2 corps, en fait, eh bien, vous allez pouvoir relier le décalage en vitesse avec la masse des corps qui sont en présence et la période. Donc en fait, le décalage en vitesse, hein, il est donné ici. Vous voyez qu'on a une expression en fonction de la masse de la planète. Alors en général, on l'exprime en masse de Jupiter, Jupiter devenant un standard en fait en termes de masse de planète. Ensuite, on a un facteur qui est par rapport à la masse de l'étoile. Donc en général, on ramène la masse de l'étoile à la masse du Soleil, qui est notre standard aussi pour les étoiles. Et puis ensuite, c'est proportionnel à la période qu'on peut exprimer en jours. Et donc à ce moment-là, on a cette expression-là en termes de décalage en vitesse en mètres par seconde. Donc la première planète qui a été détectée autour de l'étoile 51 Pégasus, eh bien, voilà les points expérimentaux qui ont pu être mesurés. Donc vous voyez qu'on a une oscillation ici autour d'une valeur moyenne, alors ici qui est mise à 0, et vous voyez que les extrémas de ces oscillations sont de l'ordre de 50 mètres par seconde. Et donc si vous remettez dans cette expression-là un delta V de 50 mètres par seconde, que vous avez une étoile qui est à peu près une étoile de type solaire, donc ça veut dire que ce facteur-là ici, il devient égal à 1, que vous avez ici une période que vous pouvez déterminer à partir des oscillations ici, hein. Vous avez une période ici qui va être à peu près de 4 jours.
Donc, vous allez avoir ici un facteur 4. Alors, en fait, 1 sur racine de 4. Eh bien, vous allez voir que le delta V de 50 mètres ici, ça va correspondre à une masse qui est de l'ordre de la moitié de la masse de Jupiter. Autrement dit, ce qu'on observe ici, c'est une planète qui a alors, à peu près la masse de Jupiter, en fait la moitié, donc plus que la masse de Saturne, et qui est très très proche de l'étoile, puisque pour une période de 4 jours, eh bien, on va trouver une distance à l'étoile qui est de 0,05 unités astronomiques. Ok, donc on ne s'attendait pas du tout à trouver ce type d'étoile, pas ce type d'étoile, ce type de planète autour d'une étoile, notamment une planète géante. Ici, on a une planète géante qui serait très très proche de son étoile. D'après les scénarios de formation planétaire, ce n'est pas possible qu'une planète puisse se former à cet endroit-là, pour une raison assez simple, c'est que si proche de l'étoile, en fait, il n'y a pas la matière suffisante pour pouvoir former une telle planète avec une telle masse. En plus, la température est très très élevée, on est très proche de l'étoile, donc la température est très élevée, donc on ne s'attend pas du tout à avoir un phénomène de condensation qui favorise la formation des noyaux planétaires. Donc en fait, ça nous a conduit à remettre en perspective nos modèles de formation planétaire. Et en fait, ce qu'on a pu déterminer et ce qui s'est développé depuis, c'est que en fait, quand les planètes se forment, eh bien, elles se forment dans un disque de gaz et de poussière. Et en fait, il y a un couplage entre ces planètes et les disques. Et ce couplage va entraîner ce qu'on appelle un phénomène de migration des planètes. C'est-à-dire que les planètes vont se former, vont commencer à se former à un certain endroit, et puis au cours du temps, elles vont en fait migrer vers l'intérieur du système solaire, et elles peuvent éventuellement se retrouver à des distances très très proches de l'étoile centrale. Donc elles se forment bien dans des régions externes, mais elles peuvent ensuite migrer vers des régions plus internes. Et donc il y a d'ailleurs, à partir de là, un scénario qui a été construit d'évolution du système solaire. Vous avez dû voir ça avec M. Frey. C'est ce qu'on appelle le grand TAC. C'est que Jupiter et Saturne se seraient formés à des distances relativement éloignées, à 3 ou 4 unités astronomiques du Soleil, auraient ensuite migré vers l'intérieur du système solaire, puis seraient repartis en arrière à cause de phénomènes de résonance dans leur orbite. Et puis auraient terminé leur course là où on les trouve aujourd'hui, à 5 et 10 AU. OK. Alors, c'est quand même intéressant de voir que donc dans d'autres systèmes planétaires, les choses peuvent se passer autrement. Et notamment, ce qu'on voit ici, c'est qu'effectivement, on a ces planètes géantes, donc on va les appeler des Jupiters, qui vont être très proches de leur étoile. Donc on s'attend effectivement à ce que ces planètes géantes, très proches de leur étoile, elles aient une température qui va être très élevée, pour la simple raison, c'est que elles reçoivent un flux de la part de l'étoile qui va être très très élevé. Si vous imaginez que la distance ici entre la planète et l'étoile, c'est 100 fois plus petit que la distance entre Jupiter et le Soleil, qui est de 5 unités astronomiques, eh bien, vous allez avoir 10 000 fois plus de flux qui va arriver sur la planète. OK, donc à partir de là, effectivement, on peut faire une petite application. Donc, c'est ce que je vais vous laisser regarder là pendant quelques minutes. On va considérer cette planète, donc 51 PEG B, qui a une masse de 0,5 masse de Jupiter, une période orbitale de 4 jours,
Et on va supposer qu'elle a un albédo qui est à peu près le même que Jupiter, c'est-à-dire à peu près 0,35. Et on vous demande quelle est la température effective si son étoile est de type solaire. Alors, le fait est que son étoile est assez proche d'un type solaire, hein. Et donc, ce qu'on vous donne comme donnée, en fait, c'est que l'irradiance au sommet de l'atmosphère terrestre, eh bien, c'est de à peu près 1400 watts par mètre carré. Et on vous donne la constante de Boltzmann, qui est de... Ah, mais je crois que je n'ai pas partagé là. Voilà. On vous donne la constante de Boltzmann, qui est de 5,67 10 puissance 8 watts par mètre carré par Kelvin à la puissance moins 4. Monsieur, Oui, s'il vous plaît, je n'ai pas suivi le calcul de la distance entre le Soleil et puis sa planète. alors, en fait, le calcul de la distance, en fait, on vous demande de le faire. En fait, ce qu'on vous donne là, c'est la période. D'accord? Et ensuite, il y a une relation entre la distance et la période qui est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Vous connaissez ça? Non, monsieur. Vous ne connaissez pas la troisième loi de Kepler? Non, monsieur. D'accord? Qui relie le carré de la période au cube de la distance. La relation, c'est T2, donc si T est la période, le carré de la période, donc T au carré, divisé... Alors, attendez, peut-être je vais essayer d'écrire. On va voir si j'y arrive. Est-ce que je peux écrire là? Alors, là, il ne me donne pas le kilo. Je vais essayer de le mettre. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Il faut que j'arrête le diaporama. Peut-être si j'arrête. Ah, il ne veut pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans... Est-ce que je suis là? Hop. Alors... Normalement, si je fais commande P... Non. Bon. Bon, en tout cas, bon, on va le faire ensemble. La relation, c'est celle-là. C'est que donc, le carré de la période, si T est la période, le carré de la période divisé par le cube de la distance, c'est égal à une constante. OK, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Kepler. Alors, cette constante, si on prend par exemple pour la Terre, d'accord, la Terre se situe à une unité astronomique du Soleil. Donc, on peut prendre A égale à une unité astronomique du Soleil. Et la période, c'est une année. Ouais. Donc, si vous prenez une période de une année et une distance de une unité astronomique, vous voyez que le rapport T2 sur A3, il vaut 1. Donc, si vous exprimez la période en années et la distance en unité astronomique, eh bien, le rapport entre le carré de la période sur le cube de la distance, ça doit être égal à 1. Monsieur? Oui. Bonjour. Bonjour.
Le A, c'est toujours 365? Alors, le A, non, le A, c'est la distance. D'accord. D'accord? En fait, c'est le demi-grand axe de l'ellipse. D'accord? Quand vous avez un corps qui est soumis à une attraction gravitationnelle de la part d'un autre corps, il va décrire une ellipse autour du premier corps. Alors, On n'a pas la donnée finalement sur l'énoncé. on n'a pas c'est ce qu'on cherche en fait, le A. Ah, d'accord, ok. Merci. D'accord? En fait, ce qu'on vous donne, c'est la période, et ce qu'on vous demande de déterminer, c'est le A. Ok? On vous donne une période qui est de 4 jours. Donc, il faut traduire ça en années. Donc, il faut diviser 4 par 365 pour l'avoir en années. Et donc, vous avez le carré de 4 sur 365 qui doit être égal au cube de A, si A est exprimé en unité astronomique. D'accord, merci. Donc, finalement, ce que vous avez, c'est 4 divisé par 365 à la puissance 2 tiers. Et si vous faites le calcul, ben vous allez trouver 0,05 unités astronomiques. OK? Ok. Alors, l'étape suivante, donc maintenant, on a la distance. Hein. Donc, l'étape suivante, c'est de trouver, pour déterminer quelle est la température effective, vous vous souvenez, on a la relation que le flux reçu par l'étoile, par la planète venant de l'étoile. Donc ce flux reçu, c'est 1 moins l'albédo fois le flux de l'étoile, multiplié par la surface, pi R2, qui R est le rayon de la planète. Ça doit être égal au flux émis dans le domaine infrarouge, qui est sigma T4. Sigma, c'est la constante de Boltzmann. T, c'est la température, donc T à la puissance 4e. Attention à ne pas mélanger avec la période qu'on avait au-dessus. Fois 4pi R carré. Ça, c'est la surface de la sphère qui émet à la température T. Donc finalement, ça nous donne une relation entre la température et le flux et l'albédo, qui est que la température, donc c'est 1 moins l'albédo fois le flux, divisé par 4 sigma, le tout à la puissance 1 quart. Monsieur, Oui, monsieur, en réalité, ici, l'irradiance sur Terre, monsieur, c'est 1367 volts par mètre carré. oui, j'ai mis 1400 pour avoir un ordre d'idée, quoi. Ok. L'erreur qu'on va faire, c'est pas beaucoup, en fait. Ok. C'est quelques pourcents, quoi. C'est pour, juste pour avoir l'ordre d'idée. Alors, par contre, il faut effectivement déterminer quel est le flux reçu par la planète. Donc, si on prend à une unité astronomique, si c'est 1400 watts par mètre carré, à 0,05 unités astronomiques, bah, c'est 1400 divisé par 0,05 au carré. D'accord? Le flux, il diminue comme le carré de la distance, enfin, ou il augmente comme l'inverse du carré de la distance. Et donc, si vous faites ce calcul-là, ben, vous allez trouver qu'ici, on a un flux qui est de 575 000 watts par mètre carré. Monsieur, Oui, on fait toujours en sorte d'avoir les périodes en années pour avoir le résultat en unité astronomique? c'est ça. Pour D'accord. avoir la constante ici qui est égale à 1, en fait. Ok. D'accord? Et donc, si vous utilisez ce flux maintenant de 575 000 watts par mètre carré,
avec un albédo ici de 0,35. Donc, ça fait 0,65 fois ce flux de 575 000, divisé par 4 sigma. Donc, 4 fois 5, 67, 10 moins 8. Et vous faites le tout à la puissance 1 quart. Et vous allez trouver quelque chose qui est de l'ordre de 1000 K. 1130 K ici. Donc, on voit qu'effectivement, cette planète, elle va avoir une température qui est très, très élevée. D'accord? Si vous comparez avec ce qu'on a dans le système solaire pour les Jupiter, enfin pour Jupiter, la température, elle est plutôt de l'ordre de 150 K à peu près. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus chaud. Et donc ces planètes-là, on va les appeler des Jupiters chauds. Donc on s'attend à ce que ces Jupiters chauds, en fait, ils aient vraiment des caractéristiques un peu différentes de ce qu'on peut observer dans le système solaire, notamment à cause de cette température très élevée. Alors, ce type de calcul de température effective des planètes, donc on peut le faire pour toutes les planètes qu'on a détectées. Et donc, je vous ai mis ici sur un graphe, justement, ces planètes qui ont été détectées, donc très proches de leur étoile. Donc, ce que vous avez ici, c'est la température effective en fonction de la distance à l'étoile, l'axe, le semi-major axis. Donc, c'est le A, en fait, le petit a qu'on avait tout à l'heure. Et donc, vous voyez qu'effectivement, pour ces planètes qui sont à 0,05 unités astronomiques, eh bien, on a des températures effectives ici qui sont très élevées, de 1000 à 1500 K. Donc, bien sûr, ce qui va changer, c'est éventuellement l'albédo, qui peut être différent selon les planètes. Et puis, vous voyez que quand on s'écarte ici, alors ici, on arrive à des distances qui sont de 1 unité astronomique, et vous voyez qu'on arrive à des températures qui sont la température à peu près à la surface de la Terre, de l'ordre de 300 K. Et puis, si on continuait ici, on aurait à plus grande distance des températures encore plus faibles. Alors, le fait qu'on ait ce type de planète, c'est-à-dire des planètes qui ont des températures très élevées, qui sont de type Jupiter, ça amène aussi à vouloir construire de nouveaux modèles photochimiques pour modéliser l'atmosphère de ces planètes. Alors, il faut voir qu'il y a ici donc, deux choses qui vont jouer. Le premier, c'est effectivement la température élevée. Parce que s'il y a température élevée, ça veut dire que dans certaines régions de l'atmosphère, certainement que l'on va être à l'équilibre thermodynamique. C'est l'équilibre thermochimique, en fait, qui va prévaloir pour les réactions. Alors, éventuellement, en haut de l'atmosphère aussi, on va avoir un fort flux ultraviolet qui va pouvoir arriver. Et donc, on va avoir aussi une forte irradiation et donc certainement une influence de la photochimie aussi qui risque d'être très importante. Donc, on a ici quelque chose qui va être relativement différent de ce qu'on a pour les planètes géantes du système solaire, puisque pour les planètes géantes du système solaire, l'atmosphère est froide, et donc ce qui va vraiment dominer, c'est justement l'irradiation, donc la photochimie, qui va dominer dans toute dans toute l'atmosphère, jusqu'aux couches profondes. Il faut vraiment atteindre des couches très profondes, de plusieurs bars, voire plusieurs dizaines de bars, pour avoir des températures où on va rencontrer l'équilibre thermochimique entre les composés des atmosphères des planètes géantes du système solaire. OK? Voilà, donc ça, c'est toute une partie de la recherche aussi qui est faite aujourd'hui. C'est d'essayer de modéliser ces atmosphères-là. On le verra par la suite pour essayer ensuite de les observer
et de comparer nos modèles avec les observations de ce qu'on peut, qui nous donne la composition finalement de ces atmosphères. Ok, donc ça c'est la méthode donc des transits. Pardon, c'est la méthode des vitesses radiales qui a permis de déterminer les premières planètes extrasolaires. C'est encore une méthode qui est très utilisée aujourd'hui. C'est en fait la seule méthode qui permet de déterminer directement la masse des planètes. Alors, pas tout à fait la seule, l'imagerie aussi permet de déterminer la masse des planètes, si on peut suivre une planète au cours du temps. Ok, la deuxième méthode qui a donné le plus de détection, en fait, c'est ce qu'on appelle la méthode des transits. Donc, la méthode des transits, en fait, elle consiste à quoi? Eh bien, elle consiste à étudier la variation du flux de l'étoile au cours du temps. En effet, ce que vous avez ici sur le petit schéma qui est ici, si vous regardez, donc vous avez donc ici pour différentes planètes qui vont passer devant l'étoile, eh bien, vous avez ici la baisse du flux en fonction du temps. C'est-à-dire quand vous avez une planète qui passe devant l'étoile, ça va masquer une partie de la surface de l'étoile, et donc vous allez avoir une baisse du flux jusqu'à ce que la planète elle ressorte de l'autre côté de l'étoile. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que si vous regardez les chiffres qui sont ici à gauche, si vous regardez ici les chiffres ici à gauche, vous voyez que la variation ici du flux, c'est relativement faible. Vous voyez que c'est de l'ordre de moins de 1%. En fait, on peut calculer que c'est simplement en rapport des surfaces entre la surface de la planète et la surface de l'étoile. Ce qui est masqué de la surface de l'étoile, c'est justement la surface de la planète. Donc, si par exemple, on prend un Jupiter qui passe devant le Soleil, comme Jupiter a un diamètre qui est 10 fois plus petit que le Soleil, la surface masquée par Jupiter devant le Soleil, qui passerait devant le Soleil, eh bien, ça serait 1% de la surface du Soleil. Donc, en fait, on s'attendrait à avoir une baisse de l'intensité du flux émis par le Soleil, si on observe depuis l'extérieur. Quand Jupiter passe devant, eh bien, on observerait une diminution du flux de l'ordre de 1%. Si on regarde maintenant une planète beaucoup plus petite, comme une planète comme la Terre, qui a un rayon 10 fois plus petit que Jupiter, donc ça fait 100 fois plus petit que le Soleil, donc ça veut dire qu'on va masquer un 10 millième de la surface du Soleil. Donc on s'attend à avoir une baisse de flux de 1/10 millième par rapport au flux solaire. Donc là, ça devient vraiment des baisses très très petites. Ça fait du 10-4. Donc il faut avoir une précision en fait sur le flux de l'étoile qui est très très bonne. Alors le problème, c'est que si vous êtes sur Terre et que vous regardez à travers l'atmosphère terrestre, eh bien ça va être rendu très difficile par la présence de l'atmosphère, justement, qui fait que, eh bien, on a un scintillement de la lumière reçue par l'étoile du fait de la présence de l'atmosphère. Et donc, on a une variation, en fait, du spectre de l'étoile, de la lumière reçue par l'étoile, par le télescope de l'étoile, qui va éventuellement être beaucoup plus importante que c'est un 10 millième, voire un centième. Donc, si on peut mettre un satellite en orbite, du coup, on va pouvoir bénéficier du fait que
ce satellite va pouvoir s'affranchir de la présence de l'atmosphère et puis aussi ensuite pouvoir étudier un champ d'étoiles très grand. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé des satellites comme Kepler dans l'espace. Ce satellite, il a en fait étudié une région de l'espace qui est un champ de vue de l'ordre de 10 degrés par 10 degrés. Donc 10 degrés par 10 degrés, hein, déjà, vous voyez, ce n'est pas très très grand, hein, ça fait un champ de vue qui est à peu près, on va dire, 30 fois, enfin plutôt non, 20 fois la taille du Soleil. Donc 20 fois sur 20 fois la taille du Soleil ou de la Lune, qui est de 1,5 degré. Et donc, il va étudier ce champ d'étoiles. Et dans ce champ d'étoiles, eh bien, il va pouvoir étudier 150 000 étoiles. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie comme ça un très grand nombre d'étoiles? Parce que, en fait, si on veut pouvoir observer un transit d'une planète devant son étoile, il faut que la planète, l'orbite de la planète, soit dans notre champ de vue. C'est-à-dire, si vous avez une orbite de planète qui est trop inclinée, et bien à ce moment-là, vous ne la verrez jamais passer devant l'étoile. Donc, il faut avoir effectivement une orbite de planète qui coupe la ligne de visée. Donc, pour ça, la probabilité est relativement faible. Et donc, c'est en étudiant un grand nombre d'étoiles qu'on va pouvoir augmenter cette probabilité de pouvoir observer un grand champ d'étoiles. Ah, qu'est-ce qu'il me fait là? Hop. Donc, c'est ce qu'a fait, ce satellite Kepler. Alors ensuite, quand on étudie, donc il a étudié 150 000 étoiles, donc il a étudié la variation du flux de 150 000 étoiles au cours du temps, pendant à peu près 3 années. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, il va détecter des variations dans le flux de ces étoiles. Alors, ça nous donne des possibilités de détection, effectivement, de planètes, mais ensuite, il va falloir vérifier, une par une, que ces variations, c'est bien dû au fait qu'on a une planète qui passe devant l'étoile, et pas dû au fait que ce soit simplement l'étoile elle-même qui a un flux qui varie. En effet, on sait qu'il y a un certain nombre d'étoiles qui ont une activité variable. C'est le cas du Soleil. Hein. Si vous prenez le Soleil, vous savez que on avait vu ça à propos des taches solaires, de l'activité du Soleil. Vous savez que le Soleil, il a une période d'activité de 11 ans, au cours duquel on voit son flux varier au cours du temps, avec des éruptions de temps en temps. Donc, il faut aller vérifier que effectivement, les variations des étoiles qu'on observe, c'est vraiment des variations périodiques, que ce n'est pas une variation due à une variation intrinsèque du flux de l'étoile. Alors, ce type de satellite comme Kepler mesure le flux intégré de l'étoile. C'est-à-dire, il a un détecteur qui mesure dans le visible et il intègre tout le flux de l'étoile dans le visible. Maintenant, il y a d'autres instruments, comme par exemple sur le télescope spatial Hubble, qui peuvent permettre de faire de la spectroscopie. C'est-à-dire qu'on peut regarder la variation du flux, mais simplement dans des bandes spectrales assez précises. Et donc ça peut permettre de commencer à faire de la spectroscopie de ces étoiles, de ces planètes,
en étudiant la variation à différentes longueurs d'onde. Ok, alors il peut y avoir deux types en fait d'éclipses, si vous voulez, deux types de transits. Le premier, c'est celui que je vous ai décrit, c'est ce qu'on appelle le transit primaire. Donc, c'est quand vous avez une planète qui passe devant l'étoile. En effet, dans ce cas-là, donc le flux de l'étoile diminue, hein, c'est ce que vous avez ici. Le flux de l'étoile diminue puisqu'il est masqué par la planète. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe si la planète, elle passe derrière l'étoile? C'est ce qu'on appelle un transit secondaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui est enlevé du champ de vue? Hein, on imagine que le champ de vue, il prend en même temps l'étoile et la planète. Eh bien, quand la planète passe derrière, à ce moment-là, c'est l'étoile qui masque la planète. Donc, on va enlever du flux étoile plus planète, eh bien, ce flux de la planète. Ce flux de la planète, donc, c'est du flux infrarouge. Hein. Donc, si on observe dans l'infrarouge, eh bien, on va pouvoir observer un transit secondaire ici, où on va avoir une diminution du flux, et ce flux qui est enlevé du champ de vue, eh bien, c'est le flux qui provient de la planète. Donc, en fait, on va, comme ça, pouvoir remonter au flux émis par la planète. Donc, à l'aide de ces deux transits, eh bien, on va pouvoir, à partir du transit primaire, déterminer la lumière qui est transmise à travers l'atmosphère de la planète. Donc, si on peut le faire en fonction de la longueur d'onde, ben, on va pouvoir, comme on l'a vu pour les planètes du système solaire, déterminer remonter à la composition de l'atmosphère. Et dans les transits secondaires, on voit directement eh bien, justement, le flux thermique émis par la planète. Donc, on va pouvoir remonter aussi à la température de la planète. Donc, on va pouvoir commencer comme ça à éventuellement eh bien, commencer à faire de l'étude de la composition et des caractéristiques physico-chimiques de ces planètes extrasolaires. Donc actuellement, ça a pu être fait pour un certain nombre de planètes, un nombre assez restreint en fait, et avec des capacités qui sont encore très limitées. Mais néanmoins, ça fait une quinzaine d'années qu'on commence à faire ça, avec le télescope spatial Hubble notamment, avec un autre télescope qui s'appelle IRAS, qui est un télescope infrarouge, où on peut observer ici, donc dans des bandes infrarouges, la variation du flux de l'étoile quand la planète passe devant cette étoile. Et ça permet, à partir de ces flux, d'essayer de reproduire les variations des flux en fonction de la longueur d'onde en entrant différentes compositions dans nos modèles de planètes. Donc, on crée des modèles en faisant des suppositions sur la composition de la planète et on compare ensuite ces modèles avec les observations. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a les observations qui sont les points noirs. Donc, vous voyez que c'est plus des observations dans des bandes spectrales, hein, plus que vraiment des observations spectroscopiques. Alors, sauf pour l'infrarouge ici, du côté de 1,5 micron, 2 microns, où on a vraiment les évolutions. Vous voyez que si on prend un modèle de cette planète dans lequel on a mis de l'eau et du méthane, donc on a le spectre en orange, ça ne reproduit pas tout à fait, même si ici on a une petite augmentation associée à la présence d'eau et de méthane ici, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y a présence de méthane dans l'atmosphère. Néanmoins, si vous comparez maintenant avec le spectre en bleu, où on a de l'eau dans une planète qui est sans aérosol, eh bien, on devrait obtenir le spectre en bleu. Donc ça nous dit qu'il faut rajouter des aérosols dans la planète. Et donc, ça nous donne le spectre en violet. Donc, vous voyez ce qu'on peut dire pour l'instant de cette planète ici, qui est un des Jupiters chauds
que l'on connaît, c'est qu'il y a dans cette planète la présence d'aérosols dans l'atmosphère, mais aussi d'eau en grande quantité dans cette atmosphère. Donc voilà un exemple des études qu'on peut faire actuellement. Alors pour pouvoir faire ces études, il faut créer des modèles. Et donc pour créer ces modèles, eh bien, on a besoin d'un certain nombre de données. Alors, ah oui, ça c'était une diapo sur l'utilisation des transits secondaires. Vous voyez que dans le cas des transits secondaires, donc c'est les points qui sont en noir ici, puis ici vous avez les différents modèles de ces planètes-là. Ça c'est la même que celle qu'on avait précédemment. Et eh bien, on va pouvoir créer différents profils de température de manière à essayer de reproduire ces spectres d'émission que l'on observe. Donc à partir des deux contraintes, des transits primaires et secondaires, eh bien, on peut essayer de remonter à des profils de température et des profils d'abondance des différentes molécules en fonction de l'altitude. Mais pour ça, il nous faut des modèles photochimiques. Et pour avoir ces modèles photochimiques, en fait, on va utiliser des sections efficaces d'absorption pour déterminer la photolyse des molécules. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est que, en fait, comme on a des températures qui sont très chaudes, eh bien, on va avoir de la photolyse ici qui se fait donc, dans les hautes couches de l'atmosphère à des températures qui vont varier entre 1000 et 2000 degrés. Et donc, ça veut dire qu'il faut connaître en fait ces sections efficaces d'absorption pour les molécules qui sont présentes. Donc ici, on a de l'eau, par exemple, on a du CO, on a du NH3, de l'ammoniac. Et donc, il faut connaître ces sections efficaces pour des hautes températures, 1000-2000 K. Donc ça fait partie des travaux expérimentaux qui sont faits actuellement, d'essayer de déterminer ces sections efficaces pour des hautes températures afin de les rentrer dans les modèles photochimiques. Alors, un petit exemple de ce qu'on obtient pour les modèles. Je ne rentre pas dans le détail de ce qu'il y a sur ce transparent, mais voilà, les modèles permettent de reproduire des profils atmosphériques des molécules, donc en mettant différents ingrédients à l'intérieur. Et ici, c'était un exemple pour montrer la variation auquel on s'attend. Vous voyez ici pour cette planète-là, ça c'est en prenant des sections efficaces à température ambiante. Et ici en bas, en prenant les sections efficaces à haute température, on voit que le changement de température, ça introduit des changements assez importants sur les profils de ces différentes molécules. Donc actuellement, on essaye de préciser le mieux possible ces modèles en faisant ces travaux d'études de sections efficaces à haute température. Alors, j'en arrive à la fin de ces méthodes de détection. Donc, c'est la méthode qu'on appelle la méthode d'imagerie, celle où on veut faire une image directement de la planète. Alors, je vous ai dit, donc, le gros problème pour ça, c'est de pouvoir observer à travers l'atmosphère terrestre. Donc, pour ça, il faut avoir un système de correction de l'atmosphère, ce qu'on appelle l'optique adaptative. Et puis d'autre part, il faut un télescope qui soit suffisamment grand. Donc vous avez ici la première détection d'une planète extrasolaire. Alors en fait, on a montré par la suite que ce n'était pas vraiment une planète, c'était une toute petite étoile qu'on appelle une naine brune. Mais néanmoins, ça a à peu près la taille d'un Jupiter, enfin de à peu près 15 fois Jupiter. Et donc, vous voyez ici que, eh bien, on détecte cette planète ou cette quasi-planète à une distance de l'étoile qui est de 60 km
qui est à de 55 unités astronomiques. Donc, vous voyez que cette planète, elle est plus loin que l'orbite de Neptune, hein, qui est à 30 unités astronomiques, presque 2 fois plus loin que Neptune. Mais du coup, on arrive à la détecter parce qu'on arrive à la séparer de l'étoile centrale, sachant que sur cette image, bien sûr, la lumière de l'étoile centrale a été masquée à l'aide d'un masque. Hein. Il y a un résidu encore, mais elle est en grande partie masquée, ce qui permet d'observer la lumière de cette planète dans le domaine infrarouge. Ok, donc Monsieur, oui, allez-y. s'il vous plaît, monsieur, non, dans le cas des pulsars, est-ce qu'on pourrait analyser avec la méthode de détection par des rayons? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si ça a été fait. Je ne crois pas, parce que le problème, c'est que je ne crois pas qu'on ait de détection de planètes qui soit suffisamment proche de nous, en fait. Vous voyez qu'il y a une autre contrainte ici qui est qu'il faut que l'étoile qu'on regarde, elle soit suffisamment proche de nous pour que la séparation angulaire ici, elle soit suffisamment grande. Plus l'étoile elle est éloignée de nous, moins la distance entre l'étoile et la planète, vue depuis chez nous, elle va être grande. La séparation angulaire entre les deux va être d'autant plus grande que l'étoile est proche, quoi. Si l'étoile est trop éloignée, à ce moment-là, bah, les deux vont être dans le même angle solide. Et donc, il me semble que pour les planètes qui ont été détectées autour de… Mais je pourrais vérifier. Les planètes détectées autour de pulsars, la séparation angulaire est trop petite pour que l'on puisse les observer. C'est-à-dire que ces étoiles sont trop éloignées. Mais sinon, effectivement, vous avez raison, on devrait pouvoir étudier ces planètes. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que, en fait, ici, on va pouvoir observer des planètes qui émettent suffisamment de lumière dans le domaine de l'infrarouge proche, autour de 1, 2, 3 microns. C'est le domaine dans lequel on sait faire ces observations à l'aide d'optiques adaptatives. Dans ce domaine-là, il faut un corps qui soit suffisamment chaud pour qu'il émette effectivement de la lumière. Ouais. Ok. Alors, en fait, on peut même voir que sur les planètes qu'on a détectées pour l'instant, donc ça, c'est, vous voyez, depuis 1996, on ne fait qu'augmenter le nombre de planètes qu'on détecte. Vous voyez les masses ici, on va de 10 jusqu'à 75 masses de Jupiter. En fait, ici, ce qu'on a pour des masses qui sont supérieures, alors en général, on fixe la limite d'une planète à peu près 15 masses de Jupiter. Après, c'est ce qu'on appelle des naines brunes, donc c'est quasiment des étoiles, quoi. Donc, en fait, vous voyez que pour 15 masses de Jupiter, on n'a pas tant de planètes que ça. Et vous voyez que, en fait, on observe des planètes qui sont relativement éloignées de leur étoile. Les points en rouge ici. Donc, vous voyez qu'on observe des planètes qui sont à plus que, on va dire, 10 unités astronomiques au mieux. Mais c'est en général plutôt 30, 40 ou 50 unités astronomiques. Ces planètes-là, on les observe en général parce que c'est des planètes qui sont jeunes et donc qui sont en cours de formation. Et quand les planètes sont jeunes et en cours de formation, il reste en fait de l'énergie qui provient de la formation, de l'accrétion. Et donc cette énergie qui provient de l'accrétion, qui n'est pas complètement
pas complètement libéré, eh bien, contribue à chauffer l'étoile jeune, la planète lorsqu'elle est jeune. Donc des Jupiters, par exemple, quand ils sont jeunes, eh bien, ils émettent beaucoup de lumière dans le domaine infrarouge proche, parce qu'ils ont des températures qui sont justement de l'ordre de 1000 degrés à peu près. Et puis ensuite, au cours du temps, ils vont se refroidir en libérant cette énergie assez rapidement, hein, en quelques centaines de millions d'années. Ils vont se refroidir pour retomber à des températures qui vont être plus proches de leur température effective, en fait. Maintenant, monsieur, Oui, concernant l'exercice qu'on vient de faire, oui, monsieur, au niveau du flux, quand j'ai recalculé, monsieur, j'ai trouvé 560 kW par mètre carré. oui. Il y a une différence de 15 entre... Oui, mais ça fait 15 sur 500. Ouais, c'est vrai. Ouais, Hein, donc ça fait 2-3%. ouais. Ouais. Alors, par exemple, tenez, si on voulait, vous voyez que si on voulait observer ces planètes-là qu'on détecte avec la méthode des vitesses radiales, en imagerie directe, vous voyez qu'il faudrait arriver à séparer une planète qui est très très proche de l'étoile. Donc ça, on ne sait pas faire en fait. Hein, donc ce qu'on arrive aujourd'hui à faire en termes d'imagerie, eh bien, c'est à observer des planètes qui sont relativement éloignées de leur étoile. Mais néanmoins, on arrive quand même à en observer. Hein. Vous voyez sur ce graphe-là, en 2016, vous voyez qu'on a un certain nombre de planètes ici qui sont observées, et même on en a certaines qui sont observées à des très grandes distances de l'étoile. Donc ça pose des problèmes pour les modèles aussi. Hein. Comment est-ce qu'on peut avoir des planètes géantes qui se forment à très grande distance de l'étoile? Dans les modèles, ça ne fonctionne pas trop. Alors, ça reste une des questions ouvertes aujourd'hui. Comment on forme ces planètes? Maintenant, monsieur, Ouais, puisque ces exoplanètes sont très éloignées de notre système solaire, ouais. est-ce qu'il y a des techniques pour connaître la composition de leur atmosphère et... Les techniques pour obtenir la composition de l'atmosphère, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est justement par des transits. C'est-à-dire quand vous regardez la planète qui passe devant l'étoile. Il y a une partie de la lumière de l'étoile qui passe à travers l'atmosphère. Et donc, si vous êtes capable d'analyser cette lumière-là, eh bien, vous pouvez essayer de remonter à la composition atmosphérique de la planète. Ah bon? Avec seulement le rayon reçu. C'est ça. Donc, C'est ce que je vous avais montré. Vous vous souvenez, je vous avais montré pour Titan. Vous vous souvenez, on avait regardé les spectres dans le domaine ultraviolet. oui, monsieur, pour Titan, c'est compréhensible parce que c'est proche. Mais monsieur, les exoplanètes... Alors, effectivement, comme c'est éloigné, ça pose effectivement des problèmes. Non seulement c'est éloigné, mais en plus, il y a une grosse partie du flux que vous recevez en fait qui ne passe pas à travers l'atmosphère. Donc, il faut arriver à soustraire ce flux-là. Donc, voilà, ça demande des développements technologiques particuliers, hein, qui sont d'ailleurs en cours. Hein. Notamment, on a un satellite qui s'appelle le JWST qui va être envoyé l'année prochaine, qui va remplacer le HST. Donc HST, c'est Hubble Space Telescope. Hein, c'est un satellite qui est en service depuis les années 90. Là, c'est un nouveau satellite qui va être beaucoup plus grand. Il va être 3 fois plus grand. Il a un miroir de 6 mètres de diamètre. Oh. Et à l'intérieur, il y a des instruments qui sont très précis et qui vont permettre justement de pouvoir étudier eh bien, ces spectres d'atmosphère pour des planètes extrasolaires.
Monsieur, concernant la composition, même si on arrive à détecter la composition, Ouais. monsieur, on ne connaîtra jamais la composition actuelle, puisqu'il y a une question de distance qui est là. Alors, on connaîtra la composition. C'est effectivement, mais bon, si vous avez, allez, imaginons qu'on arrive. Alors, actuellement, hein, les planètes qu'on arrive à observer, elles se situent à des distances qui sont, allez, on va dire entre 5 et, je dirais, maximum 500 années-lumière. D'accord? Donc, voilà, on va les observer effectivement avec, pour les plus lointaines, un décalage de 500 ans, mais ce n'est pas non plus. D'accord? 500 ans. Ok. Alors ici, c'était juste des exemples hein, d'images de la manière dont on arrive à observer ces planètes extrasolaires directement. Vous avez ici, par exemple, sur cette image de 2015, là, vous voyez qu'ici, on a masqué l'étoile centrale, ici, c'est ce qui est en noir. L'étoile centrale est vraiment au milieu. Et vous voyez qu'on observe ici 4 planètes autour de cette étoile à des distances. Vous voyez, ici, vous avez l'échelle. Ça fait 40 unités astronomiques. Hein. C'est plus que la distance de Neptune au Soleil. Et donc, vous voyez qu'ici, on a des planètes qui sont à des distances qui sont de l'ordre de 15 jusqu'à plus que 70 unités astronomiques. Ok, alors si je résume maintenant sur un graphe, ce qu'on observe jusqu'à présent avec les différentes méthodes, eh bien voilà ce qu'on obtient. Donc ici, avec différentes couleurs pour les différentes méthodes de détection. Alors, vous voyez que la méthode des transits, qui est celle qui a donné le plus de détection, hein, c'est vraiment pour des planètes qui sont relativement proches de leur étoile, avec des périodes relativement courtes. Okay, parce que pour observer les transits, il ne faut pas que ça dure sur de trop longues années. Vous imaginez que si vous voulez, par exemple, imaginez que vous vouliez regarder un Jupiter qui passerait devant le Soleil, eh bien, il faudrait que vous ayez une mesure tous les 30 ans, hein, puisque la période de Jupiter, c'est 30 ans. Donc, tous les 30 ans, il passerait une fois devant le Soleil. Donc, si vous avez de la chance, vous tombez juste au moment où il passe devant le Soleil. Mais si vous n'avez pas de chance, il faut attendre 30 ans pour que vous puissiez l'observer passer une seule fois devant le Soleil. Donc ça, c'est une des limitations hein, de la méthode des transits. C'est que si les planètes sont trop éloignées, comme c'est le cas pour le système solaire, hein, où ils sont relativement éloignés ici, les planètes géantes, eh bien, si ces planètes sont trop éloignées, eh bien, on ne peut pas les suivre suffisamment longtemps pour pouvoir utiliser la méthode des transits. Alors ensuite, on a l'autre méthode qui est la méthode des vitesses radiales. Donc, comme on l'a dit, les vitesses radiales, ça permet aussi de pouvoir étudier des planètes qui sont proches de l'étoile. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet notamment de pouvoir avoir, à partir des transits, ce qu'on obtient, c'est principalement la taille des planètes, le rayon des planètes. À partir de la méthode de vitesse radiale, ce qu'on obtient, c'est la masse des planètes. Et donc, si on couple les deux, eh bien, à ce moment-là, on peut obtenir la taille et la masse. Ça permet de remonter notamment à la densité. Et comme vous le savez, la densité, par exemple, d'une planète comme les planètes telluriques et la densité d'une planète comme les planètes géantes, ça n'a rien à voir. La densité des planètes géantes, c'est de l'ordre de à peu près 2, hein, puisque c'est principalement de l'hydrogène moléculaire, 2 grammes par centimètre cube,
alors que pour les planètes comme la Terre, eh bien, c'est principalement la densité du silicate, à peu près 5,5 grammes par centimètre cube. Hein. Donc, on a vraiment deux types de planètes différents. Et donc, en étudiant effectivement la densité de ces planètes, on peut remonter à la composition de ces planètes, et notamment à le fait que ces planètes soient faites à partir de roches, soit faites à partir de glace, soit avec une grosse composante atmosphérique, principalement d'hydrogène. OK, donc ça, c'est des choses intéressantes qu'on peut faire. L'autre chose, c'est qu'ici, on a accès aussi à des planètes avec les vitesses radiales qui sont plus éloignées de l'étoile. Ça commence à faire je l'ai dit, depuis 1995, on a observé la première planète grâce à cette méthode-là. Donc aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on commence à les étudier. Et donc, vous voyez qu'on commence à pouvoir observer des planètes qui sont avec des périodes de l'ordre de la période de Jupiter, voire Saturne. Et puis enfin, je vous disais, donc, par la méthode d'imagerie directe, ce qu'on va observer, c'est des planètes qui, là, pour le coup, sont plus éloignées de l'étoile, de manière à avoir des distances qui séparent la planète de l'étoile qui sont plus grandes, pour pouvoir les séparer sur des images, et aussi des planètes qui sont relativement grandes, avec des planètes qui sont jeunes dans leur histoire, c'est-à-dire en cours de formation, enfin, ou en fin de processus de formation. OK, la dernière chose que je voudrais aborder sur ces planètes extrasolaires, c'est ce qu'on appelle la zone habitable. Alors, qu'est-ce que c'est que la zone habitable? La zone habitable, donc c'est en fait une zone autour des étoiles qu'on définit comme étant la zone dans laquelle potentiellement on peut avoir, comme sur Terre, de la vie qui se développe sur une planète. Alors, les études qui sont faites de l'apparition de la vie sur les planètes, ce qu'on appelle l'exobiologie, montrent qu'en fait, il faut 3 ingrédients pour que la vie puisse apparaître quelque part. Il faut, de l'énergie, pour que la vie puisse tirer de l'énergie et se transformer. 2, il faut de la matière organique. En effet, toutes les formes de vie que l'on connaît sont à base de matière organique, de carbone, et puis ensuite d'azote, d'oxygène, d'hydrogène. Et puis ensuite, éventuellement, un certain nombre de métaux aussi. Enfin bon. Mais principalement, il faut de la matière organique, c'est-à-dire du carbone. Ça, c'est du fait de la labilité du carbone, qui est tétravalent et qui peut créer des liaisons que d'autres atomes ne peuvent pas. Et enfin, on pense qu'il est nécessaire que cette vie bénéficie de l'eau liquide. En effet, l'eau, sous sa forme liquide, est un solvant tout à fait particulier qui permet aussi, au niveau de la chimie, une complexification de la chimie qui n'est pas possible avec d'autres, notamment du fait que c'est un solvant polaire. Donc, une chimie organique qui peut se complexifier et donner naissance à des molécules du vivant. OK, alors maintenant, si on regarde très loin, on ne va pas pouvoir aller voir sur place s'il y a de la matière organique. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est observer à distance. Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est que si on pense que l'eau liquide est nécessaire au développement de la vie, eh bien, on va déjà pouvoir regarder, faire une sélection dans les planètes quelles sont les planètes qui se trouvent dans une zone autour de leur étoile dans laquelle l'eau peut être dans son état liquide.
Alors, pour que l'eau soit dans son état liquide, il faut que la température soit comprise, on va dire, entre la température de congélation, 273 K, et la température d'évaporation, 373 K. Donc, en fait, on peut déterminer comme ça, autour d'une étoile, à quelle distance on peut avoir une planète sur laquelle on a potentiellement une température qui est entre 0 degrés Celsius et 100 degrés Celsius. Voilà. Et selon le type d'étoile, selon le flux émis par l'étoile, vous voyez que cette zone, qu'on appelle donc la zone habitable, elle va pouvoir varier en termes de distance. Quand vous avez une étoile plus froide, cette zone, elle se rapproche de l'étoile. Et quand vous avez une étoile plus chaude que le Soleil, à ce moment-là, cette zone, elle s'écarte du Soleil, de l'étoile. Alors, on est en général intéressé plutôt par les étoiles de plus faible masse, parce qu'en fait, les étoiles de forte masse, elles ne vivent pas très longtemps. Et donc, on pense que les temps de vie de ces étoiles, elles sont trop courtes pour que la vie puisse effectivement se développer. La vie n'aurait pas le temps de se développer autour d'une étoile qui vivrait moins de 1 milliard d'années, on va dire. Si l'étoile meurt en 1 milliard d'années, la forme de vie va rapidement, même si elle arrive à se développer à un moment donné, disparaître en moins de 1 milliard d'années. Donc, on va plutôt regarder des étoiles de type solaire, un petit peu plus chaud que le Soleil éventuellement, pas beaucoup plus, et surtout des étoiles qui vont être plus froides que le Soleil, où cette zone habitable, vous voyez, se rapproche de l'étoile. Donc aujourd'hui, on a détecté un certain nombre de planètes qui se trouvent dans ces zones. Je vous montre un exemple ici. Donc autour de Glissier 581, vous voyez ici, on a découvert un système avec ici 4 planètes, et on a une de ces planètes qui est à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler la zone habitable, c'est-à-dire que la température à la surface de cette planète pourrait être supérieure à la température de congélation de l'eau. Et donc, on pourrait avoir à la surface de cette planète de l'eau sous forme liquide. Alors, vous voyez qu'ici, on a affaire à une étoile qui est relativement petite. C'est une étoile qui a, en termes de masse solaire, à peu près 0,3 masse solaire, et donc une température qui est beaucoup plus faible, qui va être plutôt de 2500 degrés. Et donc, vous voyez que sa zone dans laquelle on va avoir de l'eau liquide, elle se situe ici entre 0,1 et 0,2 unités astronomiques. Contrairement à la Terre, où on est ici à 1,5 unités astronomiques pour la zone habitable. Donc ça, c'est un des exemples de ces planètes sur lesquelles on pourrait avoir éventuellement de l'eau liquide. Et donc, ce qu'on cherche maintenant à faire, c'est faire la spectroscopie de ces planètes pour voir quelle est la composition de l'atmosphère de ces planètes, voir si on pourrait éventuellement détecter dans ces atmosphères des composés qui seraient, qu'on pourrait dire, dus à la présence d'une activité biologique. Alors, un autre exemple ici, vous avez ici en bas le système solaire, et puis ici en haut, un système qu'on appelle TRAPPIST. TRAPPIST, vous voyez, c'est parce que en fait, ça a été détecté. Donc, c'est 7 planètes qu'on a détectées ici dans TRAPPIST, avec un système développé par des Belges. Et donc, ils ont nommé leur système à partir de ces bières TRAPPIST. Et donc, dans ces systèmes-là, on aurait éventuellement 3 planètes ici, les planètes E, F et G, qui pourraient se situer à l'intérieur de la zone habitable. Donc là, on a un système vraiment intéressant. En plus, ici, donc ces planètes-là, elles ont la taille à peu près de la Terre. Elles sont un peu plus grosses que la Terre, mais une taille assez similaire à la Terre. Et donc, on pourrait avoir sur ces planètes-là, éventuellement,
de l'eau liquide. Alors par contre, il y a une grosse différence qu'on est capable déjà de prédire, c'est que ces planètes-là, elles sont vraiment très proches de leur étoile. Vous voyez que le système planétaire ici, en fait, il est reporté ici par rapport au système solaire. Vous voyez qu'on est ici largement à l'intérieur de l'orbite de Mercure. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des planètes qui sont très proches de leur étoile. Et quand on a des planètes comme ça qui sont très proches de leur étoile, eh bien, ce qui se passe, c'est que ces planètes, elles vont être en mode synchrone avec l'étoile, un peu comme la Terre, comme la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire qu'elles vont toujours présenter la même face à l'étoile. Et donc, en fait, on s'attend à ce que sur ces planètes, eh bien, on ait un côté jour et un côté nuit. Et donc, du coup, le flux de l'étoile arrive toujours du même côté, du côté jour, ce qui va permettre d'avoir une température élevée du côté jour, mais à l'inverse, ça conduit à une température très froide du côté nuit, puisque du côté nuit, on ne reçoit jamais de rayonnement. Et donc, du coup, ce qu'on s'attend, c'est que l'eau, si elle est présente, s'évapore du côté jour, et puis passe du côté nuit et condense du côté nuit. Et que donc, au bout d'un certain temps, toute l'eau se soit évaporée du côté jour et est condensée du côté nuit. Donc, d'avoir du côté jour des déserts sans eau, du côté nuit des calottes polaires avec de l'eau sous forme solide, et éventuellement, peut-être, à la limite entre le jour et la nuit, eh bien, des endroits où on aurait de l'eau liquide et pourquoi pas de la vie qui se développerait à la limite de ces régions-là. Monsieur, Oui, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, concernant les 3 critères de vie, oui. monsieur, est-ce que c'est vraiment loyal bon, je ne veux pas dire loyal, mais est-ce que c'est vraiment scientifique de partir sur ces 3 critères de vie? Parce que, monsieur, si par exemple on veut détecter de la vie sur une autre planète et qu'on parle de ces 3 critères de vie, ça veut dire qu'on recherche de la vie terrestre. Non. Or, monsieur, il y a des vies. Non, justement. On ne recherche pas de la vie terrestre, on recherche simplement les conditions dans lesquelles une forme de vie pourrait apparaître. Oh, ouais, mais selon nous, nos critères. Mais peut-être, monsieur, il y a d'autres critères c'est-à-dire que la vie peut apparaître sous d'autres critères, monsieur. Exemple, C'est-à-dire, super. alors, citez-moi d'autres critères. Alors. Voilà, monsieur, exemple, je prends un exemple très simple, les extrémophiles. Parmi ces extrémophiles, on a le tardigrada. Monsieur, c'est un animal qui est capable de vivre même dans l'espace. Il est capable de vivre dans les laves de volcans. Il est capable de traverser des températures extrêmement chaudes. Donc, je veux dire qu'il y a certaines vies qui peuvent s'accommoder à d'autres conditions de vie. Alors, si on parle de ces extrémophiles, effectivement, ces extrémophiles ont été capables de s'adapter à des environnements particuliers. Mais si vous prenez n'importe lequel de ces extrémophiles, il y en a qui se sont développés pour effectivement des environnements très acides, des environnements très chauds, même si on ne dépasse pas quand même les 130 degrés. Hein. Le maximum qui est atteint par un extrémophile, c'est 130 degrés. Si vous prenez ces extrémophiles, que vous les mettez dans d'autres conditions, typiquement, vous prenez un extrémophile qui est capable de s'adapter à 130 degrés, vous le mettez à température ambiante, il ne survit pas. D'accord ? Donc, effectivement, on pense que la vie est capable de s'adapter à des environnements très différents, mais ce n'est que de l'adaptation. C'est-à-dire que si vous changez les conditions, eh bien, cette forme de vie ne va pas survivre. Elle va devoir se réadapter. Et donc, soit elle va mourir, soit elle va trouver les moyens de se réadapter. Hein, c'est l'évolution de la vie. C'est comme ça qu'on peut l'imaginer. Ce n'est qu'une succession d'adaptations, en fait, à différents environnements au cours du temps. Si on ne s'adapte pas, on meurt. Il n'y a que ceux qui arrivent à s'adapter qui peuvent survivre. Alors, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que vous voyez que dans les conditions que j'ai données,
il n'y a pas grand-chose en fait, hein. Il y a, le fait qu'il faille de l'énergie. Alors, j'imagine mal une forme de vie qui ne puisse pas avoir besoin d'énergie. Vous arrivez à imaginer ça? Non, pas du tout. D'accord. Donc, parce que, on sait que l'énergie, c'est quelque chose justement qui va s'échanger. Donc après, il faut aussi définir ce qu'on appelle une forme de vie. Exactement. Ouais. Donc, en fait, les études qui ont été faites là-dessus disent qu'une forme de vie, donc déjà, il faut qu'il y ait un organisme, c'est-à-dire quelque chose d'organisé, qui soit séparé du monde extérieur, parce que sinon, s'il n'y a pas une séparation, on ne sait pas dire si c'est une unité ou pas. Donc, pour ça, il faut une enveloppe. Et il faut que cette enveloppe, elle permette les échanges entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut qu'il y ait des choses qui puissent rentrer de manière à tirer des choses de l'environnement. Et il faut qu'on puisse rejeter des choses dans l'environnement. La thermodynamique. Comment? La deuxième loi de la thermodynamique. Ouais. Et puis ensuite, il y a ce dont on parlait à l'instant, c'est-à-dire cette capacité d'adaptation et d'autre part de faire des erreurs dans l'adaptation. C'est-à-dire qu'effectivement, on puisse avoir ce qu'on appelle des mutations. Si vous n'avez pas de mutation possible, rapidement, dès que vous allez changer un peu les conditions, il n'y a pas d'adaptation possible. Et donc, du coup, la forme de vie, elle ne peut pas survivre, quoi. Ok. Sinon, monsieur, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, une forme de vie qui se nourrirait de CO2, par exemple? Si, ça, c'est tout à fait possible. Il y a rien qui empêche ça. Pourquoi? Ben, Il y en a d'ailleurs sur Terre, des formes de vie qui utilisent le CO2. Monsieur, Oui. dans les critères là, que vous avez donnés, pas pour le micro-organisme, mais pour trouver une zone habitable, il n'y a pas pris en compte le fait qu'il y ait une atmosphère, non? Normalement, il devrait être pris en compte. Sans atmosphère, on n'a pas vraiment de grand-chose qui se passe, comme sur Mars, quoi. Alors, le problème, c'est que sur Mars, on n'a pas d'eau liquide. Oui. Mais si on imagine… Alors bon, on a effectivement du mal à imaginer qu'il puisse y avoir de l'eau liquide sans atmosphère, en fait. Ouais. Vous voyez? Mais effectivement, dans ce critère eau liquide, en fait, il y a une partie qui contient de l'atmosphère. Mais l'atmosphère en elle-même n'est pas un critère, si vous voulez. Après, ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, si on a une planète qui est dans ces critères-là, elle ait une atmosphère dans laquelle on puisse éventuellement observer, comme sur Terre, un déséquilibre thermodynamique au niveau de la composition de l'atmosphère. Mais, monsieur, Ouais. on a un exemple d'astre sans atmosphère. Exemple, Europe. Monsieur, on a constaté qu'à l'intérieur d'Europe, il y a de l'eau liquide sous la calotte glaciaire. Et sous la banquise, qui recouvre toute la surface. Dans cette eau glaciaire-là, il se pourrait qu'il y ait de vie. Et ça ressemble à la Terre aussi, à ces âges glaciaires, où la Terre est entrée dans une période glaciaire. Elle ressemblait à Europe, mais elle avait aussi de la vie dans ces océans. Donc, ça peut être possible une planète de la vie sans atmosphère. Alors, on peut l'imaginer, oui. Effectivement. Mais il faut de l'eau liquide quand même. On est d'accord. Mais bon. Après, oui, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas avoir une forme de vie qui se développerait dans la sous-surface d'Europe. Après, il reste quand même le problème de savoir quelle est la source d'énergie. Parce que sur Europe, je ne suis pas sûr qu'il y ait une source d'énergie suffisante pour une forme de vie, pour qu'une forme de vie puisse se développer.
Bon, en tout cas, pour l'instant, on en est là hein, à essayer d'appliquer ces critères-là pour voir les potentielles planètes dans lesquelles on pourrait avoir des mondes habitables. Et déjà, rien qu'en appliquant ces critères-là, c'est déjà pas évident. En effet, où est-ce qu'on va avoir de l'eau liquide? Typiquement, si vous preniez la Terre, vous vous souvenez, on a calculé la température effective de la Terre. Et si vous prenez la température effective de la Terre, eh bien, vous êtes en dessous du point de congélation de l'eau. Donc, si vous utilisiez juste ce critère-là, vous diriez, ben, OK, ben, sur Terre, il n'y a pas la vie, puisque on n'est pas dans la région où la température est suffisamment haute. Donc, vous voyez que ce n'est pas tout à fait suffisant. En fait, il faut aussi tenir compte de la présence de l'atmosphère. Sur Terre, par exemple, ben, c'est parce qu'on a une atmosphère dans laquelle il y a du CO2 qu'on a un effet de serre qui permet de monter la température d'une vingtaine de degrés, qui nous permet de passer au-dessus de la température de congélation. Alors, OK, si on part de ce principe-là, en fait, on peut même définir la zone habitable comme étant la zone. Donc, imaginons qu'on prenne la Terre comme exemple, comme étant la zone dans laquelle on pourrait bouger la Terre sans que la température diverge complètement. Alors, ça veut dire quoi? Imaginons qu'on prenne la Terre, on la rapproche du Soleil. D'accord? Ce qui se passe, c'est que sa température augmente. OK, si sa température augmente, ça veut dire que l'eau qui est dans les océans actuellement s'évapore. Or, vous savez que l'eau est un gaz à effet de serre important. Et donc, si l'eau s'évapore, eh bien, on a plus d'effet de serre. Donc, si on a plus d'effet de serre, la température augmente encore. Et donc, si la température augmente encore, eh bien, on a plus d'évaporation et donc plus d'effet de serre. Et on a ce qu'on appelle le runaway greenhouse effect, c'est-à-dire un effet d'emballement de l'effet de serre. On pense d'ailleurs que c'est ce qui a pu se passer sur Vénus. C'est-à-dire que toute l'eau, en fait, s'évapore et la température monte, 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 avec un effet de serre qui ne fait qu'augmenter, et toute l'eau finit par s'évaporer et se retrouver dans l'atmosphère. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que en fait, cette eau dans l'atmosphère, elle ne reste pas là. Hein. Elle va être dissociée à haute altitude par les rayonnements ultraviolets. L'hydrogène va pouvoir s'échapper, et donc on va perdre l'eau, ou une grande partie de l'eau, qui était présente sur Terre. OK, donc si on reprend un modèle comme celui-là, et qu'on calcule à partir de quelle distance on atteint ce runaway greenhouse effect, cet effet de serre d'emballement, enfin cet effet d'emballement de l'effet de serre, eh bien, on va trouver qu'à partir d'une distance de à peu près 0,95 unités astronomiques, donc très proche finalement de là où on est actuellement, eh bien, on a un emballement de l'effet de serre. Autrement dit, ça veut dire que avec les modèles qu'on a, on n'imagine pas qu'on puisse avoir une Terre qui soit plus proche, c'est-à-dire une planète sur laquelle il y ait de l'eau liquide, qui soit plus proche que 0,95 unités astronomiques pour le Soleil. OK? Ça, c'est une des choses. Maintenant, il y a autre chose qui peut se passer, c'est, imaginons qu'on prenne la Terre et que cette fois-ci, on l'écarte du Soleil. On l'éloigne. Donc à ce moment-là, vous imaginez bien que ce qui va se passer, c'est que la température va diminuer. Si la température diminue, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plus de formation de glace. D'ailleurs, on le sait, hein, sur Terre, on a déjà eu ce type de glaciation, période de glaciation.
Et donc, si vous éloignez comme ça la Terre du Soleil, eh bien, il y a un moment où la formation de glace entraîne un albédo qui augmente. Donc, il y a plus de lumière qui est renvoyée vers l'espace, moins de lumière qui chauffe, et donc la température diminue encore. Et donc, cette fois-ci, on a un emballement dans l'autre sens. Hein, c'est l'effet de glaciation. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Et donc, la température finit par geler complètement l'eau à la surface de la Terre. OK, pour qu'on puisse maintenir de l'eau liquide, on l'a vu, ce qui permet de maintenir de l'eau liquide à la surface de la Terre, c'est la présence du CO2. Autrement dit, si vous arrivez à injecter suffisamment de CO2 dans l'atmosphère, donc que la pression de CO2 augmente dans l'atmosphère, eh bien, vous allez pouvoir augmenter l'effet de serre. Autrement dit, cette question de jusqu'où on pourrait éloigner la Terre pour que l'eau reste liquide, elle revient à dire jusqu'à où on pourrait augmenter le CO2 pour que l'eau reste liquide. Et en fait, ce CO2, on va pouvoir l'augmenter jusqu'à une limite où, en fait, la diffusion, due à la diffusion Rayleigh par le CO2, eh bien, va commencer à limiter son effet par la limitation du rayonnement qui va pouvoir pénétrer. Et donc, on arrive à des pressions de CO2 qui sont assez proches de celles qui sont sur Vénus, c'est-à-dire 90 bars, ce qui représente à peu près tout le CO2 terrestre. Et donc, si on regarde cette limite-là, eh bien, on arrive à des limites de la zone habitable qui s'étendraient un peu au-delà de l'orbite de Mars, jusqu'à 1,6 unités astronomiques. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire de la zone habitable autour du Soleil en prenant comme référence la Terre. Eh bien, c'est que elle s'étendrait entre 0,95 et 1,6 unités astronomiques. OK, compte tenu de ça, donc on peut fixer certaines limites qui sont ici sur le graphe. Hein, c'est la limite en jaune et la limite en bleu. Et vous voyez que dans cette limite-là, eh bien, on a déjà un certain nombre de planètes qui ont été détectées. Hein. On en a à peu près une quinzaine aujourd'hui, qui ont des tailles qui sont assez similaires à la Terre. Alors souvent plus grosses quand même que la Terre. Hein. On a assez peu de détections qui sont de la taille de la Terre. Mais néanmoins, c'est ce genre de planètes qu'on veut vraiment étudier en priorité pour essayer d'observer leur atmosphère, la composition de leur atmosphère et de quoi elles sont faites. Monsieur, Oui. est-ce qu'il peut exister des planètes sans étoiles? Alors, on a effectivement observé donc, ce qu'on appelle des free floating planets, donc des planètes qui errent dans l'espace sans qu'on ait pu leur associer une étoile. Alors, on ne sait pas bien en fait. Alors, c'est en général des grosses planètes, hein, c'est des planètes qui font 15 fois la taille de Jupiter. On ne sait pas bien en fait si c'est dû au fait qu'on n'a pas détecté l'étoile autour desquelles elle pourrait, avec lesquelles elle aurait pu se former, ou si en fait on pourrait avoir, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir deux systèmes possibles de formation de planètes. Celui classique, qui est qu'on a un effondrement du nuage moléculaire et que les planètes se forment à partir du disque de poussière et de gaz qui est en orbite autour de l'étoile centrale. Mais il est possible aussi que dans un nuage qui s'effondre, eh bien, on ait deux pôles d'effondrement qui se fassent et qu'en fait, on ait deux. Alors, vous savez que les étoiles, en fait, vont souvent par deux. Et qu'en fait, il est possible qu'on ait une étoile qui se forme et puis, de l'autre côté, quelque chose qui aurait pu donner une étoile, mais dont la masse n'est pas suffisante et qui finalement soit une planète. Monsieur? Oui. Ok.
En fait, ces planètes, comment est-ce qu'elles ont été détectées, puisqu'il n'y a pas de lumière autour de cette planète pour pouvoir- Alors, il y a en fait une méthode de détection dont je ne vous ai pas parlé, qui est ce qu'on appelle la méthode de détection de micro-lentilles gravitationnelles. Donc, je ne vous en ai pas parlé parce que voilà, ça nous mène un peu plus loin dans le. Mais si vous avez, donc c'est ce qu'on appelle l'effet de lentille gravitationnelle, Ok. c'est que si vous avez une masse importante que vous êtes en train de regarder et que derrière, vous avez une autre masse lumineuse qui passe, eh bien, les rayons lumineux émis par la masse qui est derrière, qui viennent vers vous, Mhm. d'accord, vont être courbés par la masse qui est devant et vont pouvoir former des images de ce qu'il y a derrière. Ok. D'accord? C'est comme si vous aviez une lentille, en fait, simplement que cet effet de lentille, hein, la lentille, c'est ce qui permet de faire converger les rayons et former une image. Mhm. C'est comme si cette lentille, en fait, c'était dû à la présence d'une masse. C'est dû à la courbure de l'espace-temps, en fait. Et s'il vous plaît, la méthode, est-ce que vous pouvez me donner le nom, s'il vous plaît? C'est la méthode, la méthode, elle était indiquée ici. Je peux même vous montrer les détections. Voilà. Ça s'appelle microlensing. Donc, c'est les points verts que vous avez là, Ah. Ok. d'accord, sur ce graphe, Mhm. que j'ai passé sous silence. Et donc, c'est dû à des planètes qui passent en fait derrière des étoiles Mhm. et on voit la lumière de ces étoiles varier. Et en fait, la variation de la lumière de cette étoile peut mettre en évidence des variations très subites dues justement au passage d'un système planétaire derrière. Mais monsieur, puisque dans l'univers, tout tourne autour de quelque chose, il y a forcément autour de quelque chose que cette planète-là tourne. Ben, oui, elle est dans la galaxie, donc elle tourne autour du centre de la galaxie. Ok. 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 Bon, je pense que pour ce qui est de ces sujets, ah oui, ça c'était juste une petite application sur justement sur la zone habitable, où en fait on peut faire un petit calcul de justement ces températures enfin plutôt de où se trouve la zone habitable, compte tenu des températures que doit avoir une planète pour conserver de l'eau liquide. Alors, vous verrez ça, je vous mettrai le corrigé, mais en gros, si on considère que la zone habitable, c'est la zone dans laquelle la température doit être entre la température de congélation de l'eau, c'est-à-dire 0 degré Celsius, et 100 degrés Celsius, à ce moment-là, ça fait entre 273 et 373 K. On peut, pour une étoile de type solaire, calculer que, eh bien, on va avoir une limite qui va être entre 0,45 unités astronomiques et 0,83 unités astronomiques. Mais donc, vous voyez que dans ce cadre-là, eh bien, la Terre ne se situe pas dans la zone habitable. Et que par contre, Vénus y est. Donc, on sait bien que c'est parce qu'on n'a pas pris en compte, quand on fait ce calcul-là, on ne prend pas en compte l'effet de serre. Et donc, si on prend en compte maintenant l'effet de serre, donc on sait que si vous retournez à ce qu'on avait fait sur l'effet de serre, si on prend un effet de serre relativement simple, hein, avec une seule couche complètement opaque, eh bien, on a un facteur 2 puissance 1 quart qui vient se rajouter, un facteur 1,4, et donc on trouve des distances qui seraient de l'ordre de 0,63 à 1,17,
Et vous voyez que maintenant, dans ce cas-là, la Terre se trouve effectivement maintenant dans la zone habitable. Sauf que, bien sûr, on ne tient pas compte du fait que dans ce cas-là, on va avoir aussi une dépendance qui va dépendre fortement de l'albédo, notamment. Donc, si vous faites varier l'albédo, ça va encore faire varier ces valeurs-là. Et puis, éventuellement, l'effet de serre, il pourrait être plus important ou moins important que celui qu'on a là. Donc, il faut avoir des modèles un peu plus sophistiqués d'atmosphère pour pouvoir prédire cette zone habitable. Monsieur, Oui. si vous permettez, on parle l'aspect, le point triple de l'eau. Parce que l'année passée, on a vu que la température de la Terre est proche du point triple de l'eau. Donc, Non, c'est la température de Mars qui est proche du point triple de l'eau, mais pas de la Terre. Ah. Bon. Est-ce qu'on ne prend pas cet aspect-là en compte, le point triple de l'eau? Alors, on peut, mais ça ne va pas changer grand-chose. Oui, si vous êtes à des températures qui sont inférieures à 273 K, effectivement, vous n'aurez aucune chance d'avoir de l'eau sous forme liquide. Okay. Après, ce qui n'est pas pris en compte ici, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'emballement d'effet de serre. Si vous avez une température qui est suffisamment élevée, c'est-à-dire bien avant 100 degrés, à autour de 350 degrés, 360 degrés K, eh bien, vous allez avoir un effet d'emballement de l'effet de serre qui va faire que tous vos océans vont rapidement s'évaporer et disparaître, quoi. Ok. Du coup, je vous propose de se faire une petite pause maintenant. Yes. D'accord? On a terminé avec ce cours. Et puis, donc, on va au retour de la pause commencer avec le cours suivant, qui est sur les spectromètres, la spectroscopie, l'instrumentation de spectroscopie. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce que je peux vous en dire. D'accord? On a spectro cet après-midi aussi, non? On a cours aussi cet après-midi, ouais. Donc là, on va faire le cours, on va dire jusqu'à. Donc, on va reprendre dans un quart d'heure, là, vers 11h. Ouais. On va faire le cours jusqu'à midi à peu près. Donc, on va faire 1 heure. Et puis ensuite, on reprendra vers 13h, si ça vous va. On ne peut pas reprendre vers 13h30. Alors, on peut reprendre vers 13h30. Ce qu'il y a, c'est que après, moi, il faut que j'ai terminé au maximum à 16h30, quoi. Ok. D'accord? Oui. Ok. Bon, en tout cas, là, on se retrouve à 11h. OK? Ok, monsieur. Merci, à tout à l'heure.